Nous étions au milieu du dîner lorsque grand-mère Marguerite a posé sa fourchette. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix a fendu l'air comme du verre brisé. « Émilie, habites-tu toujours dans la maison que je t'ai achetée ?» Mon souffle s'est coupé. Mes mains tremblaient sous la table. Je m'appelle Émilie Cartier. J'ai 26 ans. Et à ce moment précis, j'ai su que quelque chose clochait terriblement. « Je n'ai pas de maison », ai-je chuchoté. Le sourire de maman s'est effondré. Papa fixait son assiette. Le visage de grand-mère a changé d'une façon que je n'oublierai jamais. « Alors, où est passé mon argent ?» Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette histoire et un détail sur votre environnement, votre ville ou région, et si vous êtes sur le canapé, dans la cuisine, ou en train de finir une longue journée avec les liens du passé. La question de grand-mère ne s'est pas envolée. Elle s'est installée au-dessus de la table comme un courant d'air glacial. Maman a attrapé sa serviette, ses doigts tremblants si fort qu'ils faisaient teinter les verres en cristal. Papa s'est raclé la gorge, trop fort, trop forcé, comme un homme essayant d'enterrer une vérité déjà exposée. Les invités ont baissé les yeux, choisissant le silence plutôt que l'implication, comme si détourner le regard pouvait faire disparaître le malaise. Grand-mère continuait de m'observer, sans accusation, ni confusion, mais avec une inquiétude que je n'avais ressentie chez personne depuis des années. « Tu devrais avoir un foyer, Émilie, » a-t-elle murmuré, et sa voix s'est légèrement brisée. Non pas à cause de l'âge, mais à cause d'une trahison qui commençait à faire surface. Papa a forcé un rire, un son mince et bon marché. « Oh, mère, elle vous a mal comprise, » a-t-il dit, comme si j'étais une enfant incapable de retenir une pensée simple. Mais le regard de grand-mère est resté fixé sur moi. Elle savait que je n'avais rien mal compris. Elle savait que quelque chose était profondément pourri. Elle s'est reculée lentement. Le petit mouvement d'une femme qui vient de réaliser qu'on lui ment. Je me suis sentie rétrécir à nouveau. Ce sentiment familier, ces années passées à être comparées, corrigées, discrètement diminuées face à des attentes auxquelles je n'avais jamais consenti. Papa a insisté, sa voix devenant plus tranchante. Émilie a des difficultés parce qu'elle dépense trop. Elle n'est pas prête pour être propriétaire. Maman a immédiatement hoché la tête. Nous protégions votre investissement, mère. Elle manque de discipline. Leurs mots ont coupé plus profondément qu'ils ne le pensaient. J'ai pensé à mon plafond qui fuyait, à mes 2 boulots, à mon frigo vide, à mon radiateur qui sifflait comme s'il était à l'agonie. J'ai pensé à chaque fois qu'il m'avait dit d'être reconnaissante, d'être patiente, d'arrêter de vouloir plus. Le visage de grand-mère s'est transformé. Une tempête s'y préparait calmement. Élégante et dangereuse. Elle s'est tournée vers eux. « Richard, Hélène, » dit-elle doucement. « Vous m'avez dit qu'elle avait emménagé. Vous avez envoyé des photos. Vous avez dit qu'elle adorait l'endroit. » Papa fixait le parquet. Maman couvrait sa bouche. Aucun des deux ne parlait. Grand-mère a levé le menton, sa voix stable et dévastatrice. « Où est la maison que j'ai offerte à ma petite fille? » Parce que les mensonges pourrissent toujours de l'intérieur. Grand-mère n'a plus parlé. Pas pendant un long moment. Et d'une certaine manière, le silence semblait plus fort que sa voix. Je gardais les yeux sur mon assiette, car la regarder signifiait affronter la vérité, non seulement sur la maison manquante, mais sur les années où j'avais survécu sans que personne ne le remarque. Elle s'est finalement tournée vers moi. « Montre-moi où tu vis, » dit-elle calmement. « Ce soir. » Papa a tressailli. Maman s'est figée. La panique les gagnait, tous les deux. « C'est inutile, » a craqué papa. « Son appartement est très bien. » Mais ma poitrine s'est serrée parce que même très bien était un mensonge. Grand-mère s'est levée lentement, sa canne tapant sur le parquet, un son assez net pour trancher leurs excuses. « Nous partons maintenant, » a-t-elle dit. Et personne ne m'arrête. J'ai donc conduit jusqu'à chez moi avec grand-mère à mes côtés, sa respiration douce, ses mains soigneusement croisées, ses yeux sur les lampadaires qui défilaient. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas fait de morale. Elle n'a pas rempli le silence de faux réconfort. Elle s'est juste assise avec moi, ce qui signifiait déjà plus que tout ce que mes parents avaient fait depuis des années. Quand nous avons atteint mon immeuble, elle est sortie et a levé les yeux vers les murs de briques fissurés, la lumière cassée au-dessus de l'entrée, la rampe rouillée qui tremblait si on la touchait mal. « Il te laisse vivre ici ?» a-t-elle chuchoté. Et sa voix a tremblé d'une manière qui a brisé quelque chose en moi. À l'intérieur de mon appartement, j'ai essayé de cacher le pire. Le cadre de fenêtre scotché, la moisissure que je n'arrivais pas à frotter, le seau qui attrapait la goutte du plafond,
Mais grand-mère a tout vu. Elle a marché lentement dans l'espace minuscule, ses doigts effleurant la peinture écaillée, le canapé usé, sentant le courant d'air de la fenêtre. « Émilie » a-t-elle murmuré. « Tu as survécu à bien plus que ce qu'ils n'ont jamais admis. » Ses mots m'ont ouverte en deux. Je lui ai parlé des repas sautés, du deuxième travail, des nuits passées à empiler les pulls parce que le chauffage lâchait encore. Je lui ai parlé de la honte, de la croyance que peut-être, je ne valais pas mieux. Grand-mère a pris mes mains doucement. « Ma chère enfant » a-t-elle dit. « Ils ne t'ont pas seulement laissé tomber. Ils ont construit leur vie sur ton silence. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité non pas comme une blessure, mais comme une preuve, quelque chose que je pouvais tenir, quelque chose que je pouvais utiliser. Demain, a dit grand-mère, nous arrêtons de les laisser réécrire ta vie. Parce que le silence prend fin quand quelqu'un écoute enfin. Si c'était votre famille, que feriez-vous ensuite? Tapez 1 pour les affronter directement, même si cela brise tout. Tapez 2 pour prendre du recul, rassembler des preuves et vous protéger d'abord. Les liens du passé vous écoutent. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Grand-mère non plus. Je pouvais l'entendre bouger doucement dans la chambre d'amis. Des papiers qui bougent, un stylo qui tape légèrement, comme si elle se préparait à quelque chose d'inévitable. Au matin, nous étions toutes deux habillées tôt. Son manteau était boutonné, sa canne polie, son expression sculptée dans l'acier. À 9 heures, nous sommes entrés ensemble dans le cabinet de maître Jonathan Harel. Mon cœur battait la chamade. Ses pas n'ont jamais faibli. Mes parents étaient déjà à l'intérieur. Les yeux de maman étaient rouges. La mâchoire de papa était serrée. 2 personnes préparant des excuses, pas des confessions. Maître Harel a commencé immédiatement. Parlons du virement de 400 000 euros. Papa s'est adossé à sa chaise. Un soupir répété. Nous étions débordés. Nous pensions qu'Émilie n'était pas prête. Nous ne voulions aucun mal. Grand-mère n'a pas scié. Maître Harel a fait glisser un document vers eux. Alors expliquez l'achat de la maison au bord du lac. Maman a pris une grande inspiration. Le visage de papa s'est vidé de son sang. Maître Harel a continué, déballant les reçus comme des pièces à conviction. Rénovation, mobilier, vacances, bijoux de créateur, tout est lié au même compte. Papa a explosé. Cet argent a sauvé cette famille. Nous l'avons utilisé de manière responsable, juste pas comme mère l'avait prévu. Grand-mère s'est levée lentement. La pièce s'est figée instantanément. « Richard, a-t-elle dit, tu as laissé ma petite fille lutter pour payer son loyer pendant que tu buvais du vin sur la terrasse d'une villa financée par son avenir. » Papa a ouvert la bouche, mais elle a levé une main et les mots sont morts. « Vous m'avez menti, a-t-elle dit. Vous avez menti pendant des années. Vous avez bâti votre confort sur la détresse d'Émilie. » Sa voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Maître Harel a croisé les mains. Il y a aussi la mise à jour de la succession, a-t-il dit. Madame Cartier a révisé son testament. Papa s'est tendu. Le souffle de maman s'est bloqué. Maître Harel a lu à haute voix. Chaque mot était une explosion lente et contrôlée. Émilie est la principale héritière. Émilie recevra le trust. Émilie recevra le patrimoine des Cartier. Maman a halté. Papa s'est penché en avant. Vous lui donnez tout? Sa voix s'est brisée sous l'incrédulité. Elle n'a pas mérité ça. Nous avons construit cette famille. Nous avons tout maintenu ensemble. Le regard de grand-mère s'est durci. Non, Richard. C'est toi qui as tout empêché. Papa a claqué sa main sur la table. Elle vous manipule. Elle a toujours été faible. Ça suffit. La canne de grand-mère a frappé le sol. Un claquement sec qui a figé l'air. Elle a survécu à ce que vous avez causé. C'est ça, la force. Papa a reculé, comme si la vérité l'avait physiquement frappé. Maître Harel a fait glisser un dernier document sur la table. La propriété de Clerval sera transférée à Émilie. 7 jours, aucune extension. Maman a commencé à pleurer. Papa fixait la paperasse, son monde se fissurant sur les bords. Grand-mère s'est tournée vers moi doucement. Nous avons presque fini, ma chérie. Puis elle leur a fait face à nouveau. Pas de colère, seulement un chagrin aiguisé en résolution. Les mensonges s'arrêtent aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas voler un avenir sans perdre le sien. Les jours qui ont suivi cette réunion ont semblé irréels, calmes, lourds, comme l'air avant qu'un orage n'éclate. Grand-mère a gardé chaque document demandé par Maître Harel. Elle agissait avec un objectif calme, comme si elle avait passé 10 ans à se préparer à ce règlement de compte. Je restais près d'elle,
apprenant plus en 2 jours qu'en 26 ans avec mes parents. Le 3e matin, Maître Harel a appelé. Le transfert est signé, a-t-il dit. Ils ont rendu la maison du lac. Juste comme ça. L'endroit qu'ils avaient affiché pendant des années. L'endroit acheté avec mon avenir volé était à moi. Mais Maître Harel a hésité. Il y a autre chose, dit-il doucement. Ils font appel. Votre père vous blâme publiquement. Mon estomac s'est noué. Me blâmer de quoi? De manipuler votre grand-mère. De l'avoir montée contre eux. Les mots ont frappé plus fort que prévu. Grand-mère a écouté en silence alors que je relayais l'avertissement de l'avocat. Quand j'ai fini, elle a posé sa tasse de thé. La porcelaine tremblait légèrement. Ses mains, non. Laisse-les parler, a-t-elle dit. Les mensonges vieillissent vite. La vérité endure. Mais la vérité était compliquée. J'avais passé des années à porter leur silence. Leur comparaison, leur punition subtile déguisée en conseil. Maintenant, ils réécrivaient l'histoire à nouveau, me donnant cette fois le rôle de la méchante. Cet après-midi-là, papa est apparu à mon appartement à l'improviste. Il a martelé la porte, criant mon nom, la voix épaisse de rage. J'ai ouvert seulement parce que grand-mère était près de moi. Il a essayé de forcer le passage. Grand-mère a levé sa canne, le bloquant avec une autorité tranquille. « Tu ne dictes plus rien ici », a-t-elle dit. Le visage de papa s'est tordu. « Tu as empoisonné son esprit. Tu nous as tout pris. » J'ai fait un pas en avant que grand-mère ne puisse le faire. « Non » ai-je dit. « Vous m'avez tout pris en premier. » Il a ricané. « Tu ne mérites rien de tout ça. Tu ne pouvais pas gérer une maison. Tu ne pouvais pas gérer de vraies responsabilités. » Ces mots auraient dû faire mal. Mais ce n'était pas le cas, parce que je n'étais pas seule cette fois. Grand-mère a posé une main sur mon épaule. Elle a géré votre négligence, a-t-elle dit. Elle a géré votre absence. Elle a géré votre silence. Sa voix est devenue plus tranchante. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'était de croire que c'était de sa faute. La bouche de papa s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Grand-mère a continué, calme et dévastatrice. Ton héritage a disparu, Richard. Ton contrôle a disparu, et la fille que tu as ignorée n'est plus à toi pour être diminuée. Maman est apparue derrière lui, les yeux gonflés, la voix petite. S'il te plaît, Émilie, nous sommes une famille, depuis des années. Ces mots m'avaient piégée autrefois. Ce soir, ils ne m'atteignaient même pas. Nous étions une famille, ai-je dit doucement. Jusqu'à ce que vous choisissiez votre confort plutôt que moi. La porte s'est refermée sur leur silence. Pour la première fois, j'ai senti l'équilibre basculer. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Parce que lâcher prise n'était pas une punition. C'était de la survie. La maison au bord du lac était calme la première nuit où j'y ai dormi. Trop calme, presque irréel. J'ai marché lentement à travers chaque pièce, touchant les murs, les fenêtres, les espaces qui auraient dû contenir des années de souvenirs. Des espaces qui m'avaient été volés, des espaces que je réclamais enfin. Grand-mère venait souvent. Elle s'asseyait au bord de l'eau avec moi, enveloppée dans son châle gris doux, sa canne posée à côté d'elle. Parfois, elle racontait des histoires. Parfois, elle ne disait rien. Sa présence guérissait des choses que je ne savais même pas briser. La paperasse s'est réglée rapidement. Les appels se sont estompés. Papa a arrêté d'appeler. Maman a envoyé une lettre. Des excuses enveloppées dans des justifications. Et grand-mère a demandé doucement. « Veux-tu répondre ?» J'ai secoué la tête. Certaines fermetures n'ont pas besoin de mots. Certaines vérités tiennent sans explication. J'ai transformé une pièce en atelier. Je l'ai remplie de lumière chaude, de croquis, de tissus doux et de la tranquillité que j'avais suppliée toute ma vie. Le travail venait plus facilement, respirer venait plus facilement, vivre semblait nouveau. Quand la première neige est arrivée, je me suis tenue sur la terrasse, regardant les flocons tomber sur le lac. J'ai serré l'écharpe de grand-mère contre moi. J'ai chuchoté, je suis en sécurité maintenant. Parce que je l'étais. Pas à cause de la maison. Pas à cause de l'argent, mais parce que je m'étais choisie. Enfin, pleinement, sans m'excuser. Grand-mère a serré ma main ce soir-là. Tu as construit une belle vie, a-t-elle dit. Et tu l'as fait avec honnêteté, pas avec un héritage. La paix n'a pas déferlé dans ma vie. Elle est arrivée doucement, comme une chute de neige sur une eau calme. Parce que parfois, la vie que vous méritez commence au moment où vous refusez de vous faire toute petite. Si cette histoire est restée avec vous, aimez et abonnez-vous à les liens du passé. Et quand vous serez prêt,
Cliquez sur la case ci-dessus pour une autre histoire qui vous attend.